Bienvenue de retour sur Abysseur. Aujourd'hui, on va plonger dans 5 histoires vraies d'exploration de grottes qui ont commencé dans la curiosité et l'aventure, mais qui ont fini en véritable cauchemar. Chacune risque de vous donner des frissons, et honnêtement, la dernière, et c'est pour moi la plus horrible de toutes. Avant de commencer, sachez que seuls 3% de ceux qui regardent mes vidéos sont abonnés à la chaîne. Si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner, ça m'aide énormément. Et maintenant, place à la vidéo. Le 23 juin de l'année 2018, au cœur des épaisses forêts de l'ouest du Massachusetts, deux amis s'étaient lancés dans ce qui devait être une exploration de plus, une simple aventure entre passionnés de nature. En marchant dans la végétation dense d'une colline oubliée, ils sont tombés sur une ouverture minuscule entre deux rochers. À peine visible pour quelqu'un qui n'y prêterait pas attention, cette faille discrète était l'entrée d'une grotte oubliée, cachée sous les feuillages épais et les racines entremêlées. Ce que les deux explorateurs ignoraient, c'est que derrière cette entrée modeste se dissimulait un piège redoutable, un véritable guet-apens naturel capable de transformer un simple faux pas en une tragédie irréversible. En quelques secondes, l'excitation de la découverte a laissé place à la panique et le silence lourd de la forêt a été brisé par des cris désespérés qui se perdaient dans l'air humide et glacial. Que s'est-il réellement passé à l'intérieur de cette grotte ? Comment une exploration ordinaire a-t-elle pu se transformer en une course effrénée contre la montre ? Dans les forêts épaisses de l'ouest du Massachusetts se cache une grotte de marbre connue sous le nom de Convention Cave. Son entrée, modeste et discrète, située sur la pente d'une colline boisée, ne laisse en rien présager les dangers qui reposent sous la surface. Découverte pour la première fois en 1979 à l'occasion de la convention annuelle de la Société nationale de spéléologie qui avait eu lieu à Pittsfield. Cette grotte ne fait qu'une soixantaine de mètres de long. Pourtant, malgré sa taille réduite, elle constitue un défi réel même pour les explorateurs les plus chevronnés. Ce jour-là, deux amis, animés par leur curiosité et le désir d'explorer cette région isolée des monts Berkshire, se sont retrouvés face à une situation aussi inattendue que dramatique. L'un des deux s'est avancé en premier, juste pour jeter un coup d'œil, sans se douter une seconde du cauchemar qui allait suivre. Il s'était approché de l'ouverture, un passage étroit, menant aux profondeurs de la terre. Rien à ce moment-là ne semblait menaçant. C'était simplement une autre brèche silencieuse dans la roche, une promesse d'aventure. Mais alors qu'il se penchait pour mieux observer l'intérieur, poussé par l'excitation, ou peut-être distrait par l'émerveillement, l'homme s'appuya un peu trop en avant. C'est à cet instant que tout a basculé. Le sol, rendu glissant par une fine pellicule d'humidité, céda sous ses pieds. Il glissa brutalement et en un éclair disparut dans l'ouverture. Le frisson de l'exploration laissa place à l'effroi. Il s'est retrouvé coincé entre deux énormes blocs de pierre, la tête en bas, le corps tordu de manière inquiétante. Incapable de bouger, son torse était écrasé par la pression des rochers et l'étroitesse du passage empêchait toute tentative de repositionnement ou de fuite. Tout cela s'est déroulé en quelques secondes. Un instant auparavant, il explorait, l'instant suivant, il était prisonnier du ventre froid et sombre de la grotte. Son ami, horrifié, a tenté de l'aider immédiatement. Il criait à l'aide, mais la forêt autour d'eux était d'un silence glaçant. Aucun écho, aucun signe de vie humaine. L'homme coincé essayait tant bien que mal de se dégager, mais la douleur augmentait à chaque mouvement. Il sentait les hématomes se former, sa respiration devenait plus difficile et la panique s'installait. L'ami, désormais en état de choc, s'est précipité vers l'extérieur pour appeler les secours. Les mains tremblantes, il sortit son téléphone, mais le réseau était quasiment inexistant. L'épaisseur des roches combinée à la densité des feuillages empêchait toute communication, jusqu'à ce qu'un mince filet de signal apparaisse. Il n'a pas hésité une seconde et a composé le numéro des secours. À ce moment précis, une véritable course contre le temps venait de débuter. Dans la grotte, l'homme ressentait le froid s'infiltrer jusqu'à ses os. Son corps était couvert de blessures et chaque respiration devenait plus courte, plus pénible. La position dans laquelle il se trouvait rendait un sauvetage rapide extrêmement complexe et le moindre retard pouvait lui coûter la vie. Être suspendu la tête en bas, même durant quelques minutes, peut provoquer des effets graves sur le corps humain. Le sang commence à s'accumuler dans la tête, ce qui augmente la pression sur les vaisseaux, le cerveau et les yeux.
Cela peut entraîner des gonflements, des hémorragies internes et, dans les cas les plus critiques, une perte de conscience. Avec le temps, le cœur s'épuise à pomper le sang à contre-courant. Si la circulation est bloquée trop longtemps, les organes vitaux peuvent cesser de fonctionner. Des études ont montré que dans les situations extrêmes, rester dans cette position pendant plus de 20 à 30 minutes peut causer des lésions irréversibles, voire la mort. Dans son cas, la combinaison de la position inversée, du froid, de la pression thoracique et de l'immobilité formait un cocktail dangereux. Chaque seconde comptait. Du côté des secours, les pompiers ont vite compris la gravité de la situation. Le chef d'équipe, un vétéran avec 37 années d'expérience, avait déjà affronté des incendies, des accidents routiers, des catastrophes en tout genre. Mais c'était la toute première fois qu'il était confronté à un sauvetage souterrain. Jamais son équipe n'avait dû intervenir dans une grotte. C'était un territoire totalement inconnu. À l'intérieur, l'homme continuait à se battre contre son propre corps. Son dos commençait à présenter des signes de blessures sévères. Sa tête, heurtée violemment contre les roches durant la chute, saignait abondamment. Sa chemise était trempée de sang. Le temps semblait figé. Autour de lui, les murs humides et glacés de la grotte n'offraient aucun réconfort, ni physique ni mental. Son ami, toujours à ses côtés, tentait de lui parler pour le maintenir conscient, pour ne pas le laisser sombrer dans l'angoisse. Les minutes passaient, interminables, puis enfin le bruit de pas se fit entendre, et avec lui, un semblant d'espoir. Lorsque l'équipe de secours arriva, elle comprit immédiatement la complexité de la tâche. L'ami expliqua ce qu'il s'était passé et indiqua l'endroit exact où se trouvait la victime. Les secouristes commencèrent par analyser le terrain. L'entrée était glissante et très étroite, ce qui compliquait les mouvements. Ils réussirent à établir un contact avec l'homme qui était encore conscient, mais visiblement en grande souffrance. Une base d'intervention fut rapidement montée près de l'ouverture de la grotte. Le matériel fut installé avec soin. Un trépied de sauvetage fut positionné au-dessus de l'entrée, servant de point d'ancrage pour les câbles. Ce système permettait à la fois une extraction verticale et un déplacement contrôlé à l'intérieur de la cavité. Des coussins gonflables spéciaux furent insérés autour du corps de l'homme, pour élargir délicatement l'espace sans provoquer d'effondrement. En même temps, on protégeait son corps avec des matelas de sécurité et on lui administrait de l'oxygène, car sa respiration était désormais très limitée. Les secouristes gardaient un contact constant avec lui parlaient pour le rassurer et surveiller son état. Un harnais de sécurité fut installé avec précaution. Une fois tout en place, l'opération d'extraction débuta. Grâce au système de poulies reliées au trépied, il pouvait le faire remonter lentement, centimètre par centimètre. À chaque mouvement, les coussins étaient ajustés pour éviter tout déplacement dangereux des pierres. Après près de 2 heures d'un travail minutieux et tendu, ils réussirent enfin à le sortir. Il était épuisé, avec de graves blessures au dos et à la tête, mais vivant. Ce fut grâce à la compétence et à la persévérance de l'équipe que l'homme survécut. Son ami, en larmes, le serra dans ses bras en le voyant hors de danger. Mais ni l'un ni l'autre n'oublieront jamais cette journée. Le traumatisme, physique comme psychologique, laisserait des traces profondes. Le sauvetage avait été un succès, mais le doute, l'angoisse de la mort possible, resterait gravé à jamais dans leur mémoire. Le 8 avril 2012, Guillermo Pino Jr., un jeune homme de 24 ans originaire de San Diego, est parti en excursion avec des amis et des membres de sa famille dans le parc d'État du désert d'Anza, Borrego. Cet endroit est célèbre pour son vaste réseau de grottes d'argile, attirant des aventuriers curieux de parcourir ses tunnels, ses puits de lumière naturelle et ses passages instables. Parmi ces formations, la Hidden Cave était particulièrement connue pour son terrain imprévisible et dangereux. Intrépide et sûr de lui, Pino y est entré sans aucun équipement. Il était pieds nus, sans lampe torche, sans eau et sans téléphone. Tandis que ses amis restaient au campement, il a exploré la grotte avant d'en ressortir par une ouverture située plus en hauteur. De là, il aperçut ses compagnons en contrebas et leur cria, leur demandant de lui envoyer ses chaussures et leur suggérant de le rejoindre. Le groupe accepta, mais précisa que l'ascension serait difficile et qu'il mettrait du temps à le rejoindre. Impatient, Pino prit la décision de continuer à explorer seul. Avant de disparaître dans l'entrée supérieure de la grotte, il lança à ses amis qu'il allait simplement jeter un œil aux alentours, sans réaliser le danger qui l'attendait. Confiant,
Il avançait dans les passages étroits et inclinés. Sous ses pieds, le sol friable s'effritait, laissant des traces derrière lui, et il s'appuyait sur les parois pour garder son équilibre. Cependant, au fur et à mesure qu'il progressait, le sol devenait de plus en plus instable et glissant. Sans s'en rendre compte, il s'aventurait dans une zone de plus en plus dangereuse. Pendant ce temps, ses amis atteignirent enfin l'entrée supérieure de la grotte, portant ses chaussures. Mais Pinot n'était pas là. L'endroit était silencieux. Ils l'appelèrent, mais aucune réponse. Supposant qu'il s'était enfoncé plus loin, ils tentèrent de jeter un œil à l'intérieur, mais sans lampe torche, ils ne pouvaient ne voir que l'obscurité. Seules quelques empreintes étaient visibles. L'inquiétude commença à monter. Dans un premier temps, ils essayèrent de ne pas paniquer, persuadés que Pinot finirait par réapparaître. Mais à l'intérieur de la grotte, la situation était bien pire que ce qu'ils pouvaient imaginer. Pinot avait emprunté un tunnel étroit qui s'inclinait vers le bas. Le sol d'argile n'offrait aucune adhérence et, en rampant plus profondément dans cet espace exigu, il comprit, trop tard, qu'il venait de commettre une terrible erreur. Sans lampe, il était totalement désorienté, avançant à tâtons, espérant trouver une issue. Mais ce qu'il croyait être un sol stable n'était en réalité qu'une fine couche de terre fragile. Pris de panique, il tenta de passer par une fissure verticale dans l'espoir de trouver une sortie. L'espace était oppressant, à peine assez large pour laisser passer ses épaules. La poussière fine couvrait son visage et ses mains, rendant sa respiration difficile. C'est alors que le pire se produisit. Le sol sous lui s'effondra et Pinot chuta brutalement dans une faille de verticale d'environ 9 mètres. Le choc fut violent. Son corps heurta violemment le fond de la cavité et une douleur intense traversa chacun de ses membres. Lorsqu'il tenta de bouger, il réalisa qu'il était coincé. Son torse était enseveli jusqu'à la poitrine sous l'argile. Il était bloqué, seul, blessé et plongé dans une obscurité totale. À la surface, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, les amis et la famille de Pinot recommençaient à parcourir les chemins qu'ils pensaient ou qu'il aurait pu emprunter. Ils l'appelaient sans relâche, mais le désert et les grottes restaient impassibles dans leur silence. Sans lampe ni matériel adapté, la recherche devenait de plus en plus difficile. Après des heures d'efforts infructueux, ils décidèrent de signaler sa disparition aux autorités du parc. Le lendemain matin, le 9 avril, les recherches s'intensifièrent. Des équipes de secours venues de plusieurs départements, dont des spécialistes des interventions souterraines, se joignirent aux opérations. Des bénévoles, des professionnels et même des pisteurs de la gendarmerie fouillèrent la zone, concentrant leurs efforts sur la grotte Hidden Cave et les formations environnantes. La famille de Pinot, angoissée, observait les secours entrer et sortir des grottes sans aucune nouvelle rassurante. Dans la fissure où il était piégé, la situation de Pinot se détériorait rapidement. La pression constante sur sa poitrine l'empêchait de respirer correctement. La déshydratation lui donnait des maux de tête insupportables et ses lèvres étaient de jersey et sèches. Chaque tentative de mouvement entraînait l'effondrement de la terre autour de lui, rendant sa prison de plus en plus oppressante. Il oscillait entre l'espoir d'être sauvé et la résignation à l'idée que personne ne le retrouverait jamais. Il ignorait qu'il était bien au-delà de la portée des équipes de secours. Les difficultés pour le localiser étaient immenses. Chaque nuit, la recherche était suspendue en raison du danger extrême que représentait l'exploration des grottes dans l'obscurité. Chaque matin, les équipes repartaient avec une détermination renouvelée. Mais aucun progrès n'était réalisé. L'un des sauveteurs finit par dire que c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le 16 avril, après 8 jours d'efforts acharnés, le bureau du shérif de San Diego mit officiellement fin aux recherches. Les ressources étaient épuisées et l'espoir de retrouver Pinot en vie était pratiquement nul. Sa famille était anéantie. On leur expliqua qu'il était impossible qu'il ait survécu, mais ils refusèrent d'abandonner. Ils poursuivirent les recherches par leurs propres moyens, rassemblant des volontaires et finissant par engager un enquêteur privé. 27 jours après la disparition de Pinot, une découverte bouleversante eut lieu. Grâce à du matériel spécialisé, notamment une caméra télécommandée, l'enquêteur concentra ses recherches sur la grotte Hidden Cave. Lentement, la caméra descendit dans une faille étroite et révéla une scène tragique. Pinot était là, coincé dans la fissure, partiellement enseveli sous la terre meuble,
Aucun signe de vie, seulement le silence absolu de quelqu'un qui avait succombé aux conditions extrêmes depuis bien longtemps. Cette découverte apporta un certain apaisement à la famille, mais aussi un poids insupportable de tristesse. Désormais, l'objectif était de récupérer son corps, une tâche extrêmement complexe. Il fallut 3 jours pour y parvenir. Une équipe spécialisée venue de Los Angeles se joignit aux spéléologues locaux pour mener l'opération. Certains travaillaient en surface, dégageant la terre avec précaution pour éviter de nouveaux éboulements, tandis que d'autres tentaient d'agrandir l'espace depuis le bas de la fissure. Quand le corps de Pino fut enfin extrait, l'autopsie révéla qu'il était mort par asphyxie, en raison de la compression de sa cage thoracique. Le moment exact de son décès ne put être déterminé, mais les experts estimèrent qu'il avait succombé quelques heures seulement après s'être retrouvé coincé. Cette tragédie laissa une empreinte indélébile sur tous ceux qui y furent impliqués. Pour sa famille, la douleur était aggravée par l'idée qu'il avait passé ses derniers instants seul, piégé dans un endroit sans espoir de secours. Les secouristes furent également marqués, certains se demandant s'ils auraient pu agir autrement. La grotte Hidden Cave, comme tant d'autres cavernes dangereuses, reste un rappel cruel des risques encourus par ceux qui s'aventurent sous terre sans préparation adéquate. Préparez-vous à découvrir une histoire qui nous rappelle que, quelle que soit notre expérience, nous ne sommes jamais à l'abri d'une erreur fatale. Nous sommes le 31 mars 2012 à Weeki Wachee Springs en Floride, un site réputé pour ses eaux cristallines et son vaste réseau de grottes sous-marines, attirant des plongeurs du monde entier. Parmi eux se trouve Marson Ashley Kay, un plongeur spécialisé dans l'exploration de grottes. Âgé de 29 ans, il possédait une expérience considérable dans ce type d'environnement extrême. En dehors de la plongée, il était passionné par la technologie et travaillait depuis 6 ans dans le domaine informatique au Live South Community Blood Center. Décrit comme un véritable amateur de sensations fortes, il pratiquait également le surf et le parachutisme. Ce jour-là, il plongeait avec l'équipe du Karst Underwater Research, un groupe dédié à l'exploration et au cartographiage des grottes sous-marines. Leur mission était simple, effectuer une série de plongées de routine afin de documenter de nouveaux passages et assurer la sécurité des plongeurs naviguant dans ces labyrinthes aquatiques. Confiant en ses capacités et connaissant bien ses grottes, Marson préparait ce qui devait être sa dernière plongée de la journée. Il vérifiait minutieusement ses bouteilles d'air, son équipement et son fil d'Ariane avant de s'enfoncer dans les profondeurs. La plongée débuta sans accroc. Marson et son équipe suivaient le fil d'Ariane, un fil vital permettant aux plongeurs de retrouver leur chemin dans cet enchevêtrement de tunnels souvent déroutants. Ils avançaient en parfaite synchronisation, la lumière de leurs lampes déchirant l'obscurité silencieuse des profondeurs tout en documentant les caractéristiques de la caverne. La profondeur dépassait 30 mètres, un seuil critique où chaque décision doit être mûrement réfléchie, car le moindre faux pas peut être fatal. Les plongeurs doivent toujours maintenir un rythme régulier pour éviter l'accumulation d'azote dans le sang, ce qui peut provoquer un accident de décompression. Marson était parfaitement conscient de ces risques et contrôlait chacun de ses mouvements avec précision. Lorsque l'équipe termina ses observations et entama la remontée, Marson paraissait calme et concentré, évoluant à proximité du fil d'Ariane avec fluidité et contrôle. Mais vers 16h30, tout changea. En approchant d'une section située près de la sortie de la caverne, Marson s'éloigna soudainement du fil d'Ariane. Il nagea en direction d'une fissure si étroite que même un plongeur équipé d'une configuration latérale aurait eu du mal à passer. Ses gestes étaient rapides et désordonnés, contrastant avec la maîtrise habituelle dont il faisait preuve. Les autres plongeurs remarquèrent immédiatement ce changement de comportement et tentèrent de communiquer avec lui à l'aide de signaux lumineux, un code universel indiquant « Arrête-toi ». Voyant que cela ne fonctionnait pas, ils essayèrent d'établir un contact physique en le touchant doucement pour attirer son attention. Mais les réactions de Marson étaient incohérentes et de plus en plus désespérées. Il s'engouffrait toujours plus profondément dans la fissure, tordant son corps pour se frayer un passage dans cet espace restreint. L'équipe, paniquée, comprit que quelque chose n'allait pas. Sans qu'il le sache,
Marson était en train de subir une embolie gazeuse artérielle cérébrale. Une remontée trop rapide est l'un des plus grands dangers pour les plongeurs, entraînant des lésions graves, souvent fatales, dans un environnement où chaque mouvement doit être précis et contrôlé. Lorsqu'un plongeur remonte trop rapidement, l'azote dissous dans son sang forme des bulles qui peuvent se loger dans des organes vitaux comme le cerveau et les poumons, provoquant une embolie gazeuse. Dans le cas de Marson, on pense qu'il a souffert d'une embolie cérébrale pendant son ascension. Un phénomène qui entraîne rapidement une désorientation, une paralysie et une perte de conscience. Cet accident est un rappel tragique que même avec des années d'expérience, les plongeurs doivent toujours être conscients des risques et respecter les limites du corps et de la physique. Le comportement de Marson, sa décision irrationnelle d'entrer dans la faille, était probablement le résultat de son état mental en dégradation. Il ne réfléchissait plus clairement et ses actions devenaient de plus en plus désordonnées à mesure que l'embolie progressait. Ses mouvements étaient incontrôlés et les tentatives de communication échouaient sans réponse claire de sa part. L'équipe signala immédiatement la situation aux secouristes en surface qui étaient en attente. Chaque seconde comptait, mais les sauvetages en plongée sont lents par nécessité, car les plongeurs ne peuvent pas se déplacer trop rapidement sans mettre leur propre sécurité en danger. Lorsque le plongeur de secours atteignit enfin Marson, il était déjà trop tard. Son corps était inerte, ses bouteilles encore à moitié pleines et son équipement toujours fonctionnel. L'embolie l'avait fait perdre conscience, entraînant finalement sa noyade alors qu'il était coincé dans la faille. Son corps fut remonté à la surface peu avant 17 heures. L'équipe de récupération était sombre, les visages marqués par la tristesse. Ils avaient tout tenté, mais l'imprévisibilité d'une embolie avait emporté Marson en quelques minutes. Sa mère se souvient qu'un jour, inquiète pour lui, elle lui avait fait part de ses craintes. Ce à quoi Marson avait répondu « Maman, si je meurs en plongée, au moins je ferai ce que j'aime ». Cet amour pour la plongée l'a accompagné jusqu'à la fin. Dans leur déclaration après l'accident, l'équipe du Karst Underwater Research souligna l'imprévisibilité des embolies et l'importance de respecter les protocoles de sécurité. Ils insistèrent sur le fait que la décision de Marson d'entrer dans la faille n'était pas un choix conscient, mais une conséquence tragique de son état médical. Son dernier plongeon, bien que dramatique, rappelle à quel point le monde sous-marin exige un profond respect. Un lieu de beauté fascinante, mais de danger implacable. Imaginez-vous coincé dans les profondeurs d'une grotte, l'eau glaciale vous montant jusqu'au visage, le corps complètement immobilisé, et l'air contaminé par des gaz toxiques. Chaque seconde s'étire comme une éternité, et le simple fait de respirer devient un combat désespéré pour survivre. Ce qui semblait être un environnement sous contrôle a rapidement échappé à toute prévision, plongeant l'équipe dans une véritable course contre la montre pour sauver la vie de l'un de ses membres. Mais comment en sont-ils arrivés là ? Le 11 mai 1996, une équipe expérimentée de spéléologues composée de 11 membres, ainsi que d'experts en sécurité mandatés par le gouvernement, s'est aventurée dans la grotte de Midnight Creek, en Californie. Depuis 1994, cet endroit était interdit d'accès en raison des niveaux dangereux de sulfure d'hydrogène présents dans l'eau. Leur mission consistait à analyser la présence de gaz toxiques et à évaluer l'état général du site. Mais ce qui devait être une expédition encadrée s'est rapidement transformé en un cauchemar pour l'un des membres de l'équipe. Afin d'explorer au mieux les zones les plus risquées de la grotte, le groupe s'est scindé en petites équipes. Richard Bresch, Colin O'Neill, Kurt Wexel et René Van Vreeswijk faisaient partie de l'équipe chargée de sécuriser l'arrière-garde. Ils avaient installé des détecteurs de gaz pour surveiller les niveaux de sulfure d'hydrogène dans l'air et prélevaient également des échantillons d'eau pour y rechercher des substances chimiques dangereuses, notamment le soufre. Chaque membre de l'équipe avait la responsabilité de surveiller une zone spécifique de la grotte, tandis que les experts en sécurité examinaient attentivement toute instabilité potentielle de la structure rocheuse. Au début, tout semblait sous contrôle. La progression dans la partie supérieure du parcours s'était déroulée sans encombre. Mais sur le chemin du retour, la situation prit une tournure dramatique. Richard, qui menait son équipe, posa le pied sur ce qui paraissait être une surface stable
mais qui n'était en réalité qu'une roche glissante recouverte de mousse. En un instant, il perdit l'équilibre et chuta dans un conduit étroit et vertical, une sorte de cheminée naturelle où s'écoulait l'eau. Son torse se retrouva tordu dans une position anormale et sa tête fut plongée dans l'eau glaciale. La force de la chute le coinça violemment, ses jambes pointant vers le haut et sa poitrine comprimée contre les parois rocheuses. Le courant froid l'enveloppait, remplissant son nez et sa bouche d'eau glacée. Désespéré, il basculait la tête en arrière pour essayer de créer une minuscule poche d'air afin de respirer. La menace constante du sulfure d'hydrogène rendait la situation encore plus terrifiante. S'il ne parvenait pas à se libérer rapidement, il risquait de s'asphyxier à cause du gaz toxique. Pendant un moment d'angoisse extrême, Richard se demanda si quelqu'un avait vu sa chute. La peur de rester coincé là, seul, sans espoir de secours, déclencha en lui une montée d'adrénaline. Il avait l'impression qu'une force invisible poussait sa tête sous l'eau. Chaque tentative de maintenir son visage hors de l'eau lui demandait un effort surhumain et ses muscles tremblaient sous la tension. Au-dessus de lui, Colin O'Neill avait assisté à la scène et réagit immédiatement pour lui venir en aide. Mais, emporté par l'urgence, il sous-estima à quel point la roche était glissante et finit par glisser à son tour tombant dans le même conduit. Sa chute poussa Richard encore plus profondément dans l'étroite cavité, aggravant sa situation critique. Colin se débattait pour se dégager et criait à l'aide. René et Kurt, alertés par les cris, accoururent. Avec beaucoup d'efforts, René réussit à tirer Colin hors du conduit, mais Richard restait prisonnier. Chaque seconde comptait et la menace que les gaz toxiques s'accumulent rendait la situation encore plus urgente. René et Kurt consultèrent frénétiquement leurs cartes pour tenter de trouver un passage alternatif menant à la partie inférieure du conduit. S'ils y parvenaient, ils pourraient peut-être pousser Richard vers le haut au lieu de l'enfoncer davantage. Pendant que René et Kurt cherchèrent ce chemin, Colin resta aux côtés de Richard pour essayer de le rassurer. Mais l'état de Richard empirait. Ses efforts pour maintenir la tête hors de l'eau devenaient de plus en plus pénibles. Son corps tremblait de manière incontrôlable et ses suffocations rendaient sa respiration toujours plus laborieuse. Après ce qui sembla une éternité, René et Kurt découvrirent une voie étroite et inondée menant à la base du conduit. Le passage était étouffant, mais ils n'avaient pas d'autre choix. Ils se faufilèrent à travers l'étroite ouverture, avançant avec peine. Enfin, ils atteignirent la base du conduit. De là, ils purent apercevoir Richard en grande difficulté. À cet instant, Van arriva sur les lieux. Sans poser de questions, il passa immédiatement à l'action. Avec Colin, il attrapa les jambes de Richard pendant que Colin et René le poussaient d'eau par le bas. La position était extrêmement inconfortable et les parois du conduit compliquaient chaque mouvement. Richard sentit la pression venir d'en dessous et tenta de participer à l'effort avec la maigre force qui lui restait. Son épaule blessée lui faisait atrocement mal, mais centimètre après centimètre, il commença à remonter. Le niveau de l'eau baissa légèrement, lui permettant de respirer un peu plus facilement. Revigoré par ce progrès, ses amis redoublèrent d'efforts. Avec une dernière poussée synchronisée, le torse de Richard fut enfin dégagé du conduit. Colin le saisit fermement par les bras et le hissa jusqu'à une saillie rocheuse où son corps s'effondra comme une poupée de chiffon. Il resta là, grelottant violemment, respirant avec difficulté l'air humide de la grotte. Ses compagnons se rassemblèrent autour de lui pour vérifier ses blessures. Bien que sérieusement blessé, probablement avec l'épaule déboîtée, il était vivant. Sortir de la grotte de Midnight Creek restait encore un défi, d'autant plus que Richard avait perdu ses lunettes. Comme il était le seul à bien connaître le dédale complexe de la grotte, toute la responsabilité de guider le groupe reposait sur lui. Sans sa vision, la faible lumière des lampes à carbure n'aidait guère à distinguer le chemin. Chaque ombre semblait se mouvoir, transformant un terrain déjà périlleux en véritable labyrinthe. Ses compagnons restèrent constamment à ses côtés, l'aidant du mieux qu'ils pouvaient, mais l'orientation dépendait presque entièrement de lui. Pas à pas, avec une extrême prudence, le groupe progressa vers la sortie. Lorsqu'ils émergèrent enfin sous le ciel étoilé, la vue de la nuit ouverte leur donna le sentiment d'une victoire durement arrachée aux ténèbres oppressantes de la grotte. Leur cauchemar était enfin terminé. En y repensant, mais il était clair que la survie de Richard n'avait été rendue possible que grâce à la réactivité et à la détermination de ses compagnons. Sans leurs efforts conjoints, l'issue aurait sans doute été tragique.
La grotte de Midnight Creek, avec ses pièges invisibles et son terrain impitoyable, avait mis chacun d'eux à l'épreuve de manière inimaginable. Aujourd'hui, nous allons raconter une histoire terrifiante survenue dans les profondeurs d'une grotte située dans le Tennessee. La région est déjà connue pour son passé tragique en matière d'accidents, et même pour une équipe d'explorateurs chevronnés, rien n'aurait pu les préparer à l'horreur de ce jour-là. Le 17 août 1996, un groupe de spéléologues expérimentés s'apprêtait à passer une nouvelle journée d'exploration dans une grotte récemment découverte dans l'État du Tennessee, aux États-Unis. Le lieu commençait déjà à révéler ses secrets. Mike Rogers, Jack Thompson, Gerald Money, Mike Fico et Alan Kressler avaient passé la veille à dégager des débris afin d'ouvrir un passage étroit au cœur du réseau souterrain. À présent, leur objectif était d'aller plus loin, dans l'espoir de découvrir des tunnels encore inexplorés pouvant mener à des trouvailles exceptionnelles. Pour ces hommes, la spéléologie n'était pas qu'un simple passe-temps, c'était une véritable obsession. L'adrénaline de ramper dans des salles cachées, de se faufiler à travers des ouvertures incroyablement étroites et de révéler des passages jamais foulés par l'homme, c'était leur moteur. Mais ce frisson s'accompagnait toujours d'un danger réel. Le poids de la montagne au-dessus de leur tête leur rappelait que les grottes sont des lieux imprévisibles. Et dans celles qu'ils exploraient, connues sous le nom de Hero Bucket Horror Hole, le risque d'effondrement était bien réel. L'entrée de la grotte passait presque inaperçue. Une fissure discrète au milieu d'un versant boisé qui plongeait directement dans l'obscurité. L'équipe avançait avec rigueur, chacun équipé de matériel spécialisé. Casques munis de lampes puissantes, genouillères, coudières, gants renforcés et marteaux pour dégager les passages. Plus ils descendaient, plus l'air devenait sec et poussiéreux. Arrivés sur le lieu de travail, ils inspectèrent le passage dégagé la veille. Les parois étaient irrégulières et instables, des pierres détachées jonchèrent le sol à cause de l'excavation. Ce n'était pas l'idéal, mais le passage restait praticable. Leur mission consistait maintenant à traverser une nouvelle galerie découverte récemment. C'était un tunnel en pente si étroit qu'il fallait littéralement s'y glisser. D'après leur expérience, bien que l'espace soit très réduit, il ne semblait pas y avoir de véritable risque de rester coincés. Mais ils allaient peut-être se tromper. Jack entra le premier. Il s'allongea sur le côté, s'appuyant sur son épaule gauche pour s'insérer dans le passage. Le tunnel faisait environ 60 cm de hauteur, trop bas pour progresser à plat ventre, ce qui l'obligeait à s'aplatir au maximum. Il rampait lentement, le torse pressé contre le sol calcaire, poussant avec les pieds. Le plafond frottait contre son dos et chaque respiration semblait comprimée. Rogers le suivait de près. Il dut se coucher sur l'épaule droite dans une position inconfortable. L'espace étant trop restreint pour bouger normalement, il se traînait à l'aide du bras gauche, prenant appui avec les pieds contre les parois pour progresser. Mais plus il avançait, plus le tunnel se resserrait. Soudain, Jack s'arrêta. Le chemin devant lui était bloqué. Des pierres Bokia s'étaient détachées durant la nuit, formant une barrière de débris tranchants. Frustré, il avertit Rogers qu'il faudrait tout casser pour pouvoir passer. Rogers tenta de saisir un outil accroché à sa ceinture, mais le manque d'espace rendait le moindre geste difficile. Avec peine, il parvint à faire passer l'outil à Jack, qui commença à frapper les pierres, soulevant des nuages de poussière qui refluèrent vers Roger. L'air devenait irrespirable, la gorge irritée. Concentrés sur leur tâche, ils ne virent pas le danger qui les guettait. Il ne fallut que quelques minutes pour que la situation dégénère. Un bruit sourd résonna dans le tunnel. Un gros fragment de roche calcaire, fragilisé par les travaux précédents, se détacha de la paroi derrière Rogers. Un bloc massif. Rien ne le retenait, la gravité fit le reste. Il s'écrasa au sol avec fracas, projetant poussière et éclats tout autour, aveuglant momentanément ceux restés à l'extérieur du tunnel. L'impact propulsa Jack et Rogers vers l'avant. La tête de Jack heurta violemment les pierres. Son casque amortit le coup, mais il perdit connaissance. Quand Jack reprit ses esprits, il fit une découverte effrayante. L'éboulement avait complètement scellé le passage par lequel ils étaient revenus. Ils étaient pris au piège. Les gravats devant eux bloquaient encore la sortie, et maintenant le seul chemin de retour était complètement obstrué. Un silence pesant s'installa. Puis le choc. Jack et Rogers étaient pris au piège. Par chance, Rogers n'avait pas été écrasé. Le bloc l'avait repoussé vers l'avant, lui évitant l'impact direct.
Quelques centimètres plus en arrière et il aurait été broyé. Mais la situation restait critique. La poussière envahissait l'air, irritant leurs poumons et la panique commençait à monter. Rogers tenta de repousser la roche, mais il n'y avait pas la place pour bouger. Ils étaient coincés de toutes parts. Son cœur battait si fort qu'il ne percevait plus rien d'autre. Jack tentait de se repositionner, mais l'espace était trop étroit. Leur respiration s'accélérait, aggravant les choses. La peur d'être enfermés sans issue les oppressait. Mais ils savaient que la panique était leur véritable ennemi. Ils se répétaient qu'ils allaient s'en sortir, tentant de rester calmes et de faire confiance à leurs compagnons restés à l'extérieur. Dehors, le reste de l'équipe réagit vite. Ils savaient que les secours en milieu souterrain sont complexes. Déplacer une grosse pierre pouvait provoquer un nouvel éboulement. Chaque décision devait être prise avec une extrême prudence. Monty courut hors de la grotte pour chercher de l'aide et réussit à emprunter une masse chez un voisin. Pendant ce temps, les autres utilisaient ce qu'ils avaient sous la main. Marteau, levier et burin, s'acharnant à fragiliser les bords de la roche effondrée. Dans le tunnel, Jack et Rogers luttaient pour garder leur sang-froid. Ils savaient que céder à la panique ferait consommer leur oxygène plus vite. Ils limitaient les mouvements pour éviter de déstabiliser davantage les pierres autour. Ils économisaient leur énergie, concentrés sur une respiration lente, écoutant les coups d'outils résonner. Le travail était lent et harassant. Chaque coup de masse provoquait de petites fissures, mais rien d'assez significatif pour libérer le passage. L'espace ne permettait à peine qu'une ou deux personnes d'agir à la fois, obligeant à des relais pour éviter l'épuisement. Leur plus grande crainte restait les vibrations. Un excès de force et un autre effondrement pourraient survenir. Dehors, le soleil déclinait à l'horizon, mais dans la grotte, le temps semblait suspendu. La seule lumière provenait des lampes fixées au casque. De la sueur mélangée à la boue coulait sur leurs visages fatigués. Après plus de 4 heures d'efforts intenses, ils y parvinrent enfin. Un coup précis provoqua une profonde fissure au centre de la roche. Avec un ultime effort collectif, ils parvinrent à briser le bloc en morceaux plus petits, ouvrant un espace suffisant pour que Jack puisse sortir en premier. Dès qu'il fut dehors, il s'effondra. Le soulagement fut immédiat. Ils avaient réussi. Ce n'est qu'après coup qu'ils réalisèrent à quel point ils étaient passés près d'un drame. Les galeries vierges, fraîchement ouvertes, sont par nature instables. Le moindre signe de pierre détachée doit être pris très au sérieux. Dégager des décombres peut révéler de nouvelles voies, mais aussi fragiliser toute la structure environnante. Pour Jack et Rogers, cette expérience terrifiante renforça encore le respect qu'ils avaient pour le monde imprévisible qui s'étend sous nos pieds. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle vous emmènera vers un autre récit d'exploration souterraine qui a très mal tourné. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Merci du fond du cœur à tous ceux qui suivent de mes vidéos et à très bientôt pour une nouvelle exploration.